J'avais dessiné une croix en terre, à l'endroit où était tombé. Une grande croix qui est restée là longtemps. Les forces de l'ordre ont chargé et ont tiré sur la foule. C'est un assassinat. C'est un assassinat. On a en Martinique l'intifada avant que ça ne se développe sur le territoire palestinien. Nous, on ne jettera nos pierres que lorsque vous jetterez vos mitraillettes. C'était Fidel Castro, vu bloqué, etc. C'était cela. Hein. Et puis CRS, dehors, français, dehors. L'herbe est sèche. Il suffit de l'étincelle pour qu'elle s'enflamme. L'herbe était sèche. En décembre 59, l'herbe était sèche. Fort-de-France, 20 décembre 1959. En plein cœur de la ville, un banal incident de la circulation entre un Martiniquais et un métropolitain tourne à l'émeute. Pendant 3 jours, Fort-de-France est à feu et à sang. Une répression féroce, un bilan lourd. 3 morts, plusieurs dizaines de blessés, 3 commissariats de police saccagés. L'histoire des émeutes de décembre 59, c'est l'histoire d'une étincelle qui mit le feu aux poudres et qui devait changer le visage de la Martinique. Pour la première fois, les archives de la police s'ouvrent. Un dossier resté secret pendant 50 ans. Ces papiers jaunis par le temps recèlent des vérités enfouies dans les mémoires de l'administration. Mais derrière ces rapports et ces photos, on devine aussi le portrait d'une France dans la tourmente, le crépuscule des vieilles colonies. En 1959, partout dans le monde, souffle le vent des indépendances. La Martinique est prête à s'embraser. Tout commence le dimanche 20 décembre 1959 par un incident de la circulation. Nous sommes place de la Savane, un immense forum en plein centre de la ville. Il est 17h30. Louis-Georges Placide a écrit la seule étude qui existe aujourd'hui sur décembre 1959. Des années de recherche pour ce qui reste l'un des faits les plus marquants de l'histoire de la Martinique. On se trouve sur la savane de Fort-de-France avec un accident de circulation, un incident de circulation relativement banal, puisqu'il s'agit d'un Français qui, en reculant, percute la moto d'un Martiniquais. Bon, il s'ensuit un échange de coups de poing, mais qui ne va pas bien loin. Et pour cause, c'est que le Français propose donc aux cyclomotoristes d'aller prendre un pot à l'hôtel de l'Europe. L'hôtel de l'Europe se trouve sur la place de la Savane. Le dimanche 20, dans l'après-midi, un match de foot a opposé 2 équipes locales, le club Colonial et l'Excelsior. Bon nombre de supporters se sont donné rendez-vous dans les bars du coin. Charles Conconne était l'un des émeutiers de décembre 59. Au moment de l'accrochage, il se trouvait à quelques mètres de l'incident, en face de l'hôtel de l'Europe. Match, alcool, les contents, les mécontents, les déçus, les heureux, ça fait un attroupement, mais un attroupement effervescent. Le stationnement était en épi le long de la rue de la Liberté. Et le scooter était le long du trottoir du bar. Alors il a fait sa manœuvre en marche arrière, il a heurté le scooter. Alors on a entendu le bruit, tout le monde a regardé, nous on est allé vers le scooter. On voit qu'il y a un attroupement, quelque chose d'invraisemblable, on se pose des questions et ma mère et moi on regarde. Et puis des cailloux ont commencé à partir. Nous sommes rentrés dans le couloir de l'hôtel, nous abriter parce qu'il y avait de ces roches, des pavés comme ça. Hein? L'homme à qui appartient le scooter est un Antillais, un docker.
Son scooter est un Vespa flambant neuf et c'est toute sa fortune. L'automobiliste, lui, est un métropolitain qui vient de s'installer en Martinique. Il s'appelle André Baldi, il a 29 ans. Un Antillais contre un métropolitain. Il n'en faut pas plus pour qu'un client de l'hôtel de l'Europe, métropolitain lui aussi, téléphone au CRS qui se trouve de l'autre côté de la savane, au Fort Saint-Louis. En fait, l'altercation vient juste de se terminer. Mais il est trop tard. Les CRS interviennent à un moment où tout est déjà terminé, mais voyant qu'il y a encore un attroupement autour du kiosque Bédia, plus exactement à l'angle de la rue de la République et de la rue Victor Hugo. Donc il y a un accrochage entre les CRS qui veulent faire reculer les gens qui ne comprennent pas, et finalement il se trouve que les CRS finissent par se heurter à un groupe de soldats, de permissionnaires. Selon certaines sources, les policiers se sont déjà fait caillasser quelques heures plus tôt. Sur ces photos de l'identité judiciaire, il apparaît que les véhicules de police ont essuyé des tirs de pierre. Tous les rapports accusent les militaires du contingent. Il y avait un problème à l'époque à la caserne. Il y avait des militaires guadeloupéens avec des militaires martiniquais. Ça s'entendait un petit peu ou pas trop. Mais les militaires guadeloupéens subissaient, est-ce que c'est du racisme? Je pense que oui. Ils étaient maltraités à la caserne. Alors c'était pour eux l'occasion de faire la peau aux Blancs. Un simple incident de la circulation se transforme donc en affrontement entre deux camps. Ce soir-là, les CRS ne sont qu'une dizaine. Plusieurs d'entre eux sont blessés par des jets de pierre. Pour se dégager, ils font usage de leurs armes. Les CRS tirent à balles réelles en l'air, qui blessent d'ailleurs quelqu'un, qui lancent des gaz lacrymogènes et qui frappent les gens. En face, il y avait les grenades lacrymogènes, il y avait les, je crois que c'est pistolet mitrailleur, ça s'appelle, j'oublie le nom. Mais on affrontait, on lançait des pierres, les gaz partaient, il y a eu quelques petites rafales. On ouvrait, on partait, on revenait. Comme ça pendant des heures. Sur ces photos, on peut mesurer ce que fut la soirée du dimanche. Essentiellement des dégâts matériels, et puis les premiers blessés. Au balcon de l'hôtel de l'Europe, un homme est atteint par une balle. 3 CRS ont été sérieusement touchés. 17 autres ont reçu des blessures légères. Dans les environs de la savane, des magasins ont été saccagés. Mais surtout, c'est l'hôtel de l'Europe qui est visé. Les gens arrivent à se persuader, en tout cas on les persuade que l'appel téléphonique au CRS vient de l'hôtel de l'Europe. Or l'hôtel de l'Europe a une double particularité, c'est que c'est un hôtel où ce restaurant, il s'agit d'un restaurant, un café-restaurant. Donc souvent, bon, donc les CRS y vont, et d'autre part, c'est le siège de l'amicale des anciens d'Afrique du Nord. Les anciens d'Afrique du Nord. Il s'agit des premiers pieds noirs qui ont fui la guerre d'Algérie, les indépendances du Maroc et de la Tunisie. Tout à coup, des événements qui se passent à des milliers de kilomètres s'invitent parmi les émeutiers. À cette époque, Gessner Mancé est un jeune instituteur. Il participe aux émeutes de la savane et se souvient de la colère des manifestants contre les rapatriés d'Afrique du Nord. Ces anciens d'Afrique du Nord représentent tout ce que les Martiniquais à bord, une partie des Martiniquais à bord, parce que ce sont des métropolitains qui sont rentrés, parce qu'au lendemain de la guerre, il faut le dire, il y a plus de 5000 fonctionnaires qui sont rentrés et qui ont pris un petit peu, disons comme vulgairement, ils ont pris la place des Martiniquais. Alors, de sorte que ce n'est pas vu d'un bon œil. Alors, de sorte qu'on pourrait dire à ce moment-là qu'une petite couleur, du moins raciste, s'est mêlée à la chose. Sociologiquement, on peut le dire, puisque c'était en représailles contre ces métropolitains, les blancs comme on les appelait, les oreilles comme on dit. Dans la journée, on assiste au spectacle des gendarmes et des CRS qui patrouillent avec leurs armes
Et la population perçoit ça comme une provocation, parce qu'en fait, il ne s'est pas passé réellement grand-chose le dimanche soir, même s'il y a eu des bris de vitres. Bon, les magasins ont été saccagés, des hôtels ont été attaqués, mais les gens ont du mal à comprendre. Dans l'après-midi du lundi, Alain Cadoré se trouve place de la Savane avec quelques amis. C'est à ce moment-là que les événements prennent une tournure imprévue. Les gens de Fort-de-France ont voulu savoir de quoi il en ressortait, puisqu'il y avait un incident qui s'est passé à Fort-de-France, parti de l'hôtel de l'Europe et revenu, bref. Et les gens, l'après-midi du lundi, sont venus à la Savane voir ce qui se passait. Et il se trouve, parmi ces gens, avait un individu fort sympathique d'ailleurs, qui s'appelait le Diable en personne, qui était un camelot que tout le monde connaissait. Et le Diable, n'est-ce pas, a harangué la foule sur le kiosque de la Savane, avec ses mots à lui. Et puis comme ce monsieur qui était un camelot, tu sais, il a employé des termes qui ont fait que les gens, n'est-ce pas, ont adhéré à ce qu'il disait. Voici une photo de l'un des meneurs, sans doute celui que tout le monde surnommait le Diable en personne. Qui était-il au juste? Un caïd des mauvais quartiers de Fort-de-France? Cet homme est ce qu'on appelle ici un major. Pas forcément un voyou, mais à coup sûr un chef qui possède l'autorité sur la foule. Le major est une personnalité qui vient de loin dans la culture de la Martinique. La culture de Martinique est une culture héritée en grande partie de l'esclavage, et il y avait des danses comme le ladia dans lesquelles les gens devaient s'affronter. Donc il y a le major au sens de celui qui est capable de vous blesser. Effectivement, c'est notamment le cas du repris de justice qui est capable de sortir une arme. Mais le terme major définit aussi celui qui est capable d'entrer dans le cercle, de se battre et dans un combat. Donc un ladia, dans un combat défini avec des règles, est capable de vous affronter et de vous battre. Un marginal très connu des services de police, il avait été arrêté. C'était lui qui était en tête, qui menait. Et derrière lui, il y avait 200-300 personnes. Une personne qui guidait ça dans les rues de Fort-de-France, qui donnait des ordres. Monsieur Plancy. Et le Diable en personne est parti avec cette foule autour de lui dans les rues de Fort-de-France. Et en passant, ils ont caillassé l'Europe, ils ont caillassé le petit bar qui était juste en face, qu'on appelle le kiosque de l'Europe. Et puis c'est parti comme ça. Dans la soirée, vers 7h, 7h30, on a éteint les lumières sur la Savane. La Savane dans l'obscurité. On pense d'abord à une panne, mais très vite, les forces de l'ordre s'aperçoivent qu'il s'agit d'un acte de sabotage. J'ai pensé qu'en mettant Fort-de-France, une partie de Fort-de-France dans le noir, ça faciliterait les mouvements des manifestations. Le public était moins visible. On pourrait se camoufler, on pourrait se cacher, on pourrait apparaître et disparaître ici ou là, puisque tous les secteurs étaient dans le noir. En 1959, Léon Sainte-Rose était instituteur avant de devenir un musicien célèbre. Dans la nuit du 21 décembre, il se trouve à l'avant-garde des émeutiers. Je me souviens que je suis allé acheter un peu d'essence, disons une bouteille d'essence, un litre d'essence. Et c'est ça qui m'a servi à arroser le poste de police, bon, et puis à balancer le feu là-dedans. Et puis voilà, bon, beaucoup de documents ont brûlé d'ailleurs. Ils ont attaqué tout ce qui représentait, disons, la France, et comme disait la France colonialiste, c'est-à-dire la perception, le bureau de la perception, ensuite l'hôtel de police, ensuite ils se sont cachés dans le cimetière qui est en face, le cimetière de la Levée, qu'on appelle cimetière des riches, et ils lançaient comme ça leurs projectiles par-dessus les murs sur le commissariat de police. Dans le même temps, les forces de l'ordre ripostent. Les CRS, si mal vus de la population, sont désormais consignés dans leurs casernes. Les autorités ont voulu gommer la dimension raciale du premier jour d'émeute. Et ce sont donc des policiers martiniquais, c'est-à-dire des Noirs, qui prennent la relève. Et on les a vus qui arrivaient en éventail. Ils étaient disposés de l'Olympia jusqu'à la rue Turgot, grosso modo, en éventail. Ils remontaient vers le centre-ville.
et ils tiraient en l'air, c'était des balles réelles. Et nous, enfin moi j'avais 13 ans à l'époque. Et donc on a couru, on a essayé de se sauver, les balles sifflaient dans nos têtes. Et puis on s'est engouffré par la rue Ernest Renan, à l'époque, qui est actuellement Moreau de Jones. Et donc les gens tombaient parce que c'était vraiment la panique la plus totale face à ces gens qui tiraient, alors qu'on ne comprenait pas pourquoi on tirait sur nous à balles réelles. Et mes parents habitaient à la rue Ernest Renan face au palais de justice, et c'était l'anniversaire de ma mère. Et la chance pour moi, la porte était ouverte, et donc je me suis engouffré chez mes parents, et 20 secondes après, donc c'était le premier mort, à l'angle de la rue de la République et de cette rue Moreau de Jones, le premier mort à 50 mètres de chez moi. Et je me suis dit, peut-être que si mes parents n'habitaient pas là, j'avais continué à courir comme les autres, peut-être que ce serait moi qui serais qui serait touché par cette balle. Il est 20h. Christian Marajo est frappé mortellement d'une balle de 7,65 en plein front. Il venait juste d'avoir 15 ans. Quelques minutes plus tard, c'est au tour de Edmond Éloi Véronique, alias Rosile, 21 ans, de tomber sous les balles des policiers. La famille Marajo n'a jamais eu l'occasion de parler de la mort de Christian. Elle vit aujourd'hui dans le souvenir de cet enfant tué sans comprendre pourquoi un tel crime a pu être commis. Le soir, j'étais là et puis on a sonné. C'était un petit couloir, c'était un voisin qui est venu et puis qu'il me dit que Christian Marajo est mort. Donc, tout de suite, j'ai appelé ma sœur et puis on est descendu à Fort-de-France. Et puis... Mon frère était couché sur un marbre, dans un grand cercueil, parce qu'il était grand. J'ai demandé, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait, Cri-Cri? Qu'est-ce qu'il fait dans la boîte? Et puis, c'est ça. Et puis, il y avait beaucoup de personnes, beaucoup de monde. Et je crois que cette image ne m'a jamais laissée. Jusqu'à présent, je rêve encore de lui. Je rêve que des fois, on était dans le jardin et puis il me portait sur ses épaules. Et il aimait beaucoup faire la grimace, me faire rire, des choses comme ça. Mardi 22 décembre. Les noms de Marajo et de Rosile sont dans tous les esprits. Alors que la nuit tombe sur Fort-de-France, les émeutes prennent des allures de guerre civile. Dans la journée, des appels au calme ont été lancés. L'Amicale des Anciens d'Afrique du Nord a même décidé de s'autodissoudre pour faire tomber la pression. Mais rien n'y fait. Le député-maire de Fort-de-France, le grand poète Aimé Césaire, est à Paris. À l'Assemblée, on vote la loi Debré sur l'école privée. Pierre Aliquer a aujourd'hui 103 ans. Il a été le conseiller et l'ami d'Aimé Césaire pendant plus d'un demi-siècle. Durant les 3 jours de décembre, il remplace le maire de Fort-de-France et tente un appel au calme. Je suis intervenu parce que j'étais moi-même très préoccupé par cette situation d'opposition. J'ai dû intervenir d'ailleurs à la radio pour inciter les gens à un peu de patience, qu'à la longue les choses allaient s'améliorer et qu'il fallait attendre un peu. J'étais plus ou moins entendu, c'est évident. Ça n'a rien calmé du tout parce que les gens étaient déjà trop excités, trop survoltés, trop remontés contre le système pour écouter quoi que ce soit, quoi. Et s'il y a eu 3 jours, 3 nuits de bagarre, dont 3 morts d'ailleurs, s'il y a eu 3 nuits, c'est que les gens n'étaient absolument pas prêts à écouter les appels au calme lancés soit par Monseigneur Lévesque ou soit par d'autres leaders politiques, quoi. Il était totalement hors de question pour nous d'écouter quelques directives, quelques conseils que ce soit, quoi. On se bat et puis c'est tout, hein. Le commissariat de la Croix-Mission dans le centre-ville est complètement dévasté. Les documents de l'identité judiciaire sont détruits. Il ne reste rien. 2 autres commissariats un peu plus loin sont ravagés. Au 3e jour d'émeute, un jeune homme est mortellement touché, une balle perdue tirée par les gendarmes mobiles. Il s'appelait Julien Betsy,
et il avait 19 ans. Ça, c'est notre Gessner tour. Mancé avait été son instituteur quelques années plus tôt. Il a fait quelques pas. Il a, je sais pas, gravi quelques marches très difficilement, paraît-il, et puis il s'est affalé, quoi, auprès de la croix, parce qu'en haut, il y avait une croix. Il y a eu tellement de gens à la veillée de Betzi, et ensuite tellement d'anciens élèves qui sont venus, et de toutes les classes, hein, qui sont venus l'entourer, et je crois que ça a été quelque chose que je n'oublierai pas. D'ailleurs, il mérite bien cela à Betzi. Le mardi 22 décembre au soir, un télégramme du préfet de Fort-de-France arrive au cabinet des départements d'outre-mer. Nous avons retrouvé ce document. Il dit la réaction de l'État face à la violence qui ne cesse de s'amplifier. Le couvre-feu sur toute la ville. Les meneurs sont arrêtés. Celui qu'on surnomme « Diable en personne » est incarcéré. Les combats vont cesser faute de combattants. Après 3 morts et des dizaines de blessés, une question brûle les lèvres. Comment a-t-on pu en arriver là? La mort de Rosile, Marajou et Betzi, elle interpelle parce qu'il s'agit de jeunes, mais elle interpelle parce que cette manifestation échappe à tous les schémas auxquels nous sommes déjà habitués en Martinique. Comment expliquer qu'un simple accrochage entre une voiture et un scooter puisse provoquer de pareilles émeutes? Les réponses sont nombreuses et certaines plongent profondément dans l'histoire de la Martinique. Cependant, s'il faut chercher un coupable, c'est bien de la politique française aux Antilles dont il faut parler. La cause politique, c'est que la Martinique, en 1946, obtient la départementalisation et elle y met un certain nombre d'espérances, c'est-à-dire l'égalité sociale, l'égalité économique et en plus une relation d'égalité entre population martiniquaise et population française. La départementalisation. Il ne s'agit ni plus ni moins que de transformer ce qui était une colonie en un département français. C'est le cheval de bataille d'Aimé Césaire qui est venu à Paris la défendre devant l'Assemblée nationale. La loi a été votée le 19 mars 1946, mais elle tarde à entrer en application. La situation était toujours très tendue parce que, alors que nous espérions une transformation radicale du fait que la colonie devenait département, c'est par morceaux, par bribes et par morceaux qu'on nous donnait de la départementalisation. Édouard de Lépine a enseigné l'histoire à l'Université des Antilles. Il est aussi l'auteur de nombreux ouvrages sur la Martinique. En 1959, il faisait partie des émeutiers. On a commencé à cotiser pour la sécurité sociale, ça bénéficiait tout de suite. Voilà. Les avantages vieillesse, la retraite des vieux travailleurs, nous n'avions pas tous ces trucs-là. Bon, et nous croyions que cela viendrait tout de suite. De fait, la Martinique est encore une région largement dominée par ce que fut la colonie. Le grand propriétaire terrien, le créole blanc, le béquet comme on dit ici, domine la vie économique et bien souvent politique. À cela s'ajoute une situation sanitaire catastrophique. Au milieu des années 50, des centaines de gens meurent encore de la fièvre typhoïde. Marie-Hélène Léontin enseigne l'histoire à l'université et anime une radio libre indépendantiste. Pour elle, les causes de décembre 59 sont d'abord sociales et économiques. Nous sommes en pleine période d'explosion démographique, où vous avez une forte natalité et vous avez des jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Et dans la même période, il y a un contexte économique en Martinique. Les premières usines à sucre commencent à fermer, le chômage commence à augmenter et vous avez un fort mouvement d'exode rural. Donc la ville, Fort-de-France, qui est la seule grande ville en Martinique, qui est la capitale, elle accueille des populations venant des campagnes, elle accueille une jeunesse, elle a des quartiers périphériques qui sont à l'état de bidonville. Des bidonvilles, à quelques pas du centre de Fort-de-France qui semble déjà encombré par la circulation. De ces bidonvilles, il reste encore des traces bien visibles sur les collines qui entourent la ville. Comme ici à Trenel,
le quartier cher au cœur d'Aimé Césaire. Je me rappelle très bien, il venait Fort-de-France, il visitait, s'il voyait un terrain libre à leur convenance, le samedi, un camion arrivait avec une case préfabriquée, le dimanche, la case était dressée, et le lundi, on trouvait une case avec sur le seuil une femme enceinte. On ne pouvait plus à ce moment-là faire rien d'autre que leur apporter l'eau, l'électricité, etc. C'est dans ces quartiers de misère que vont se lever les émeutiers de décembre 59. Pas étonnant que ces jeunes en veuillent à l'autorité française. Pas étonnant non plus que dès le début des événements, une coloration raciale apparaisse. Le racisme, le vieux démon de la Martinique. Au niveau même de la préfecture, il y a un certain nombre de Français qui sont là et qui ont un comportement qui est dénoncé régulièrement. Mais ce racisme se situe aussi au niveau des rapatriés d'Afrique du Nord qui se considèrent en Martinique en pays conquis, en tout cas développent un comportement qui fait que régulièrement il y a des heurts de type raciaux, de type qui relèvent de la ségrégation entre la population martiniquaise d'une part et d'autre part les Français. Retour sur les premières heures des événements. La situation bascule au moment où la foule apprend que c'est de l'Hôtel de l'Europe que part le coup de fil au CRS. Tout à coup, les tensions raciales se retrouvent à vif et on désigne un coupable, le pied noir, celui qui symbolise la domination française. Il y a les anciens d'Algérie, les types qui sont à la Martinique, qui ont été expulsés. Ils ont encore été expulsés, puisque la guerre va durer encore 3 ans en Algérie. Mais ils ont fui. Et il y a une soif de revanche, une volonté d'éviter que ne se reproduise à la Martinique ce qu'ils ont vécu en Algérie. À l'époque, le comportement du métropolitain Martinique, c'était un comportement assez spécifique. Ça veut dire que pour lui, c'est la Martinique de papa, quoi. De même que l'Afrique de papa existait. Ici, on est un pays conquis. Il y en a qui n'hésitaient pas à dire d'ailleurs, même si c'est sous forme de boutade, nous sommes ici chez nous, c'est vous qui n'êtes pas chez vous c'est en Afrique, etc. L'une des revendications, entre guillemets, de ces manifestants de décembre 59, un mot d'ordre qui aurait surgi parmi ces manifestants aurait été celui de réclamer un préfet noir. Un préfet noir, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelque part un préfet qui soit plus proche de nos aspirations et qui, quelque part, reconnaisse notre aspiration à nous diriger, à nous prendre en main par nous-mêmes. Alors c'est une revendication assez baroque, puisqu'en même temps il s'agit bien d'un préfet, c'est-à-dire de représentant officiel de Paris. À Paris, pendant ce temps-là, on ne pense qu'à une seule chose, étouffer le mouvement. Et pour cela, il faut d'abord innocenter les policiers qui ont tué 3 jeunes garçons. Très vite, une enquête fait apparaître que Rosile et Betsy ont été victimes de balles perdues. Mais pour Marajo, l'histoire semble plus compliquée. Christian n'a que 15 ans et c'est déjà tout un symbole. Comment expliquer sa mort? Ce jeune ne participe pas directement à l'événement, puisqu'il jouait au basket avec un certain nombre de copains sur le terrain de sport de la Française, donc juste à côté de la Savane. Quand le courant est coupé, qu'est-ce qu'il fait? Ils sont 4 et ils remontent chez eux. Arrivés au niveau du centre-ville, certains s'en vont en direction de Redoute, et lui qui va plutôt du côté des Théâtres-Saint-Ville, l'Ermitage, prend la rue Ernest Renan. Que s'est-il passé vraiment au soir du 21 décembre 1959 ? Il est désormais possible de reconstituer une partie des événements qui ont conduit à la mort de Christian Marajo. À un moment donné, un policier ou un groupe de policiers s'est trouvé face à ce jeune qui remontait tranquillement chez lui et il reçoit une balle dans des conditions que personne à ce jour ne peut véritablement expliquer. Christian Marajo est mort sur ce trottoir, sans aucun témoin. Une autopsie a été pratiquée sur la dépouille. Selon plusieurs sources concordantes,
Des traces de poudre ont été retrouvées sur son front, ce qui signifie qu'il a été tué à bout portant. À bout portant, et non pas par une balle perdue comme on l'a affirmé pendant 50 ans. Début 1960, une enquête est ouverte. Un juge d'instruction est désigné par le parquet de Fort-de-France, ce qui indique que la mort de Marajo a posé bien des problèmes à la justice. Le 29 janvier 1962, ce juge rend une ordonnance de non-lieu. C'est la première fois que ce document sort du silence. Le policier qui a tué Christian est inculpé d'homicide volontaire. Mais il se défend d'avoir tiré avec l'intention de donner la mort. Il précise même qu'il s'agit d'un accident, tandis qu'il rechargeait son arme. À bout portant. Impossible d'y croire. Les forces de police déclarent même avoir essuyé des tirs de feu et s'être retrouvés en état de légitime défense. Ce qui est faux. Étrange aussi, les déclarations qui font d'un adolescent de 15 ans un redoutable émeutier. Marajo était loin d'être un garçon capable d'affronter des policiers. Nous avons retrouvé ses bulletins de notes. Il était un bon élève qui aimait pratiquer la musique et qui adorait le basket. Bien loin des repris de justice qui menaient les émeutes. Le policier qui a tué Marajo était un Martiniquais comme lui. Il a été innocenté par un magistrat. Il nous est impossible de révéler son identité. Pour la famille, la justice n'a pas fait son devoir. C'est vrai, on n'avait pas les moyens à l'époque d'aller devant les tribunaux, de poursuivre, d'aller plus loin, de pouvoir connaître exactement les faits. Donc, on s'est retrouvés comme ça, dans le vide, dans le néant, et puis ne pas pouvoir surmonter. Jusqu'à présent, j'ai du mal des fois à accepter d'avoir perdu mon frère. De tout temps, aux colonies, l'on peut tuer sans que ça ait des suites judiciaires. Et l'histoire de la Martinique, c'est effectivement une série de gens qui ont été tués par la police sans que, même quand il y a eu témoins, sans que ça ait eu des suites. La famille de Christian Marajo a pourtant essayé de comprendre dans une île où règne la loi du silence. Avec la justice, c'était la lutte du pot de terre contre le pot de fer. Pire, des élus sont même venus voir la mère de Christian pour lui demander d'étouffer l'affaire. Aujourd'hui encore, ces moments-là ne sont pas oubliés. Qu'est-ce qu'on peut faire en ce moment? On n'a pas le bras long comme disent les autres. On ne peut pas, on n'a pas les moyens. Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut rien faire. Le maire qui était en place en ce moment n'a rien fait, au contraire, il a étouffé la chose. Hein. Non, ces moments-là, c'est terrible. Lors de l'enterrement de Marajo, le vice-recteur de la Martinique, Alain Plenel, prononce un discours qui va provoquer une tempête sans précédent. Edoui Plenel, son fils, est l'ancien directeur du journal Le Monde. Sans le savoir, ce grand journaliste avait des liens avec Christian Marajo. La petite histoire veut qu'il est parent de la dame qui m'a élevé. Une Agnès Marajo qui était employée chez mes parents. Et c'est elle, j'ai passé mon enfance, ce qu'on appelle une DA aux Antilles. Donc c'est simple, l'engagement public de mon père est le suivant, c'est qu'il est responsable de l'éducation, c'est un lycéen, il va aux obsèques. Et aux obsèques, il tient un discours où il dit « Moi, je ne représente pas la France qui a tué Marajo. Je représente une autre France. » Il ne fait pas un discours contre la France, il fait un discours de valorisation, mais en critiquant la stupidité, la violence de cette répression. Et comme c'est un haut fonctionnaire, c'est ce qu'on appelle un fonctionnaire d'autorité, et c'est une petite société coloniale, eh bien, ça va devenir un événement, c'est-à-dire que dans ce monde, voilà quelqu'un qui symbolise cela, aura eu le courage de dire ce qui, pour lui, n'était pas un grand courage. On pourrait même dire qu'il était assez irresponsable, il ne pensait même pas aux conséquences. La réponse des autorités ne va pas se faire attendre bien longtemps. Sans autre forme de procès, Alain Plenel est rappelé en France.
Dans un premier temps, il va résister à cette convocation. Il va y avoir une grève générale avec de l'éducation, de soutien au vice-recteur Plenel. Ça a été un peu un déclencheur. Nous, au lycée Schellcher, on a estimé que non seulement on s'attaque à un symbole de monsieur qui avait beaucoup fait pour l'enseignement en Martinique, mais qui en plus nous avait honorés. Donc nous avons dit avec les copains de terminale et de première du lycée de manifester notre soutien à ce monsieur. À cet effet, on avait été voir le syndicat des enseignants, ils avaient donné de la banderole, de la peinture pour faire une banderole et tout. Sur la photo, ils sont des tocards qui ont fait cette banderole, ce n'est pas des professionnels. Bon. Et nous sommes montés 3/4 de jeunes gens l'accompagner le samedi quand on l'expulsait de Martinique. Avec l'expulsion d'Alain Plenel, la France vient de rater sa cible et politise des événements qui n'avaient rien de politique. Bien au contraire. D'ailleurs, où sont-ils les hommes politiques? Ni les communistes, ni le PPM d'Aimé Césaire ne cherchent à contrôler des émeutiers qui n'écoutent que leur colère. Il y avait un seul mot d'ordre. CRS mâche. Ça veut dire CRS dehors. C'est le mot mâche, c'est le terme qu'on utilise pour chasser les chiens ou des trucs comme ça. CRS mâche. Ça me paraissait un peu court comme manifestation politique. Les gens qui manifestaient étaient spontanément mobilisés. Il n'y avait aucune organisation, ni syndicale, ni politique, derrière ni devant cette affaire. Ils avaient disparu. Ils ont refait surface après que l'ordre soit revenu. Je me suis surpris moi-même à crier comme tout le monde, CRS mâche, et je prenais ça pour une manif, sinon révolutionnaire, mais en fait comme une occasion unique d'essayer de faire avancer les choses, d'entrer nos ordres dedans. Bon. Aimé Césaire a été très affecté par le fait qu'il y ait eu des morts, mais il ne voulait pas exploiter les événements pour essayer d'obtenir une avancée politique. Parce que, étant un humaniste et un démocrate, il préférait que l'obtention de plus de pouvoir martiniquais soit le fait d'un débat politique et de discussion entre les représentants martiniquais et le gouvernement français. En décembre 1959, Guy Dufont est responsable des jeunesses communistes martiniquaises. Son parti a été le premier à vouloir récupérer ces émeutes pour en faire un symbole de la lutte anticoloniale. Alors voilà un tableau signé de Joseph René Corail. Le thème de ce tableau, c'est décembre 59. Au fur et à mesure, sur le terrain, il y a eu des amorces d'organisation, mais sans que ça soit politique, absolument. Même si chez certains manifestants, il y avait les cris Fidel Castro, notamment. À l'époque, moi, je prenais par cœur les discours de Fidel. Hein. Ahí donde la represión de los obreros y campesinos es feroz, donde es más fuerte el dominio de los monopolios yanquis, lo primero y más importante es comprender que ni es justo ni es correcto entretener a los pueblos. L'histoire, la grande, s'est invitée dans les rues de Fort-de-France. Castro, le Che, l'épopée des révolutionnaires barbus. Tout cela nous semble loin aujourd'hui, mais en décembre 59, il n'y a que 12 mois que la Havane a basculé dans les mains des révolutionnaires. Bien entendu, dans une île qui tarde à se moderniser, la révolution cubaine ne passe pas inaperçue. D'autant plus que Cuba n'est qu'à 2 heures d'avion de Fort-de-France. Nous nous rendons compte que Cuba s'est libéré du joug de Batista et que nous, jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à présent, bon, ben, on reste département français, disons, on reste un espace sous tutelle française jusqu'à présent, quoi, avec tout son cortège, n'est-ce pas, de répression, d'inégalité sociale, etc., etc. Vive Fidel Castro, vive le Che. C'était cela. Vive Fidel, vive la révolution cubaine. C'était cela. Et même sur les graffitis ont fait leur apparition sur les murs.
c'était Fidel Castro, vive le Che, etc. C'était cela. Hein. Et puis CRS, dehors, CRS, MASH, français, dehors. C'était un sentiment de révolte, de ras-le-bol. Pour les autorités, Cuba égale communisme. En ces années de guerre froide, le Parti communiste pèse 30% des voix en France métropolitaine. Pour les services du préfet, la menace est donc bien réelle. Dans les rapports de la DST, des renseignements généraux, les émeutiers sont assimilés à des communistes. Une fois de plus, les spectres de l'Algérie et du FLN refont surface. Pourtant, c'est plutôt du côté des indépendantistes qu'il faut chercher, car après décembre, rien ne sera plus comme avant. Il y a des partis de gauche, c'est vrai, le Parti communiste et le PPM, le Parti d'Aimé Césaire, qui est tout nouveau, puisqu'il a été créé en 1958, qui vont en fait changer leur mot d'ordre. Parce que ces partis-là ont défendu la loi d'assimilation en 1946. Or, à partir de 59-60, ils vont choisir le mot d'ordre d'autonomie. Du point de vue du mouvement révolutionnaire, du mouvement anticolonialiste d'une manière générale, les années 60, ou le tournant des années 50-60, c'est une espèce de pic de la révolution coloniale, le sommet de la révolution coloniale. Le contexte international fait que ces émeutes seraient, entre guillemets, passées sous silence dans une autre période. Mais là, il s'agit de Fort-de-France. Elles sont couvertes par tous les médias. Elles ont une répercussion au niveau de la presse française. Et il y a une dynamique qui fait que l'on ne peut pas passer sous silence ce qui se passe. C'est à Paris surtout que l'interprétation de cet événement a pris corps. Et c'est à Paris qu'est né, si je puis dire, pas un mythe, enfin, bon, en tout cas, que l'événement s'est produit. Ce n'est pas sur la rive droite de la Vachon, mais sur la rive gauche de la Seine, hein, que les choses se sont passées véritablement. En janvier 1960, moins d'un mois après les événements de 1959, le Front antillo-guyanais se réunit à Paris. L'AGEM, l'Association générale des étudiants martiniquais, est présente. C'est alors que les 3 morts de Fort-de-France deviennent les martyrs d'une cause. Et cette cause a maintenant un nom, l'indépendance. Quand les étudiants de l'AGEM viennent en vacances à la Martinique, un mouvement radical est né. Reste à lui trouver un nom. Nos camarades de l'AGEM proposent au NJM, Organisation nationale de la jeunesse martiniquaise, et nous, à la Martinique, nous proposons Organisation de la jeunesse anticolonialiste martiniquaise. Les étudiants qui ont fait le meeting de la mutualité en 1960, et ils ont même exagéré. Ils ont cru que la Martinique était déjà à feu et à sang, ils étaient prêts déjà pour la guerre, pour la lutte armée, etc. C'est pourquoi leur mot d'ordre d'indépendance est arrivé très vite, etc. Les 3 morts de décembre 59, Marajo, Rosile et Betzi, sont relus, leur histoire est relue et les événements apparaissent autrement. Pourquoi en est-il ainsi? Pour une raison très simple, c'est que les étudiants martiniquais qui se trouvent en France, ils se trouvent face à des militants d'autres pays qui se sont engagés dans une lutte d'émancipation. Ils se trouvent face à des leaders politiques et régulièrement, ils sont à des réunions. Et qu'ont-ils à offrir comme acte important? Absolument rien. Et décembre 59 est donc le premier acte qu'ils pourront présenter de manière internationale et dire, bon voilà, nous aussi, en Martinique, nous sommes entrés dans une logique de combat contre le colonialisme français. D'autant plus que le pouvoir réagit violemment. En 61, au Lamentin, les forces de l'ordre ouvrent le feu sur la foule et tuent 3 personnes, dont une femme. Des journaux sont interdits. Le Front antillo-guyanais est dissous.
Le pouvoir français, qui est le pouvoir gaulliste, ça fait pas très longtemps que De Gaulle est arrivé et président de la République. Ils ne veulent pas voir d'autres soulèvements dans les colonies ou dans les ex-colonies, puisque nous ne sommes plus colonies. Nous sommes départements d'outre-mer de la France. Mais la France est sortie de la guerre d'Indochine, déjà. Elle est en pleine guerre d'Algérie. Elle cherche le moyen de se sortir, de se bourber de l'Algérie. Et il n'est pas question qu'après l'Indochine, après l'Algérie, qu'il y ait de nouveaux territoires qui se soulèvent. Il n'est pas question que les Antilles, la Martinique, la Guadeloupe, qu'il y ait ces soulèvements. C'est la raison pour laquelle la répression va frapper très vite. Le gouvernement français met en place un système qui lui permettra, à sa guise, d'expatrier, c'est-à-dire d'envoyer en France, d'expulser de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane ou de la Réunion, tout opposant. C'est cette fameuse ordonnance d'octobre 60 qui sera appliquée et si on prend le cas de la Martinique, des gens comme Armand Nicolas, Walter Guiteau, Dufont et compagnie seront donc condamnés à aller, il s'agit de fonctionnaires, à aller travailler en France. J'enseignais au lycée Schellcher et qu'une toute récente inspection générale m'avait donné la note de 19,5 sur 20. Évidemment, je refuse et comme mes 3 camarades, je suis révoqué immédiatement. En 1963, les membres de l'OJAM, l'organisation née au lendemain des événements de 59, sont arrêtés. 12 d'entre eux sont envoyés en France pour y être jugés. Sur ces photos prises en détention, on peut voir Gessner Mancé, Léon Sainte-Rose et Guy Dufont. Je me souviens, ils étaient à la prison de Fresnes. J'allais, à l'époque le congé scolaire était le jeudi après-midi et pas le mercredi après-midi, j'allais avec mon père leur rendre visite. Ils avaient ces statuts de prisonniers politiques. Les cellules étaient ouvertes la journée, pouvaient jouer au baseball dans la cour. Les membres de l'OJAM vont passer plusieurs mois en détention avant d'être jugés pour complot contre la sûreté de l'État. Et puis, faute de charges suffisantes, ils sont relâchés et réexpédiés en Martinique. Mais l'État ne s'est pas contenté d'emprisonner quelques leaders politiques. Début des années 60, d'autres mesures sont prises. Le pouvoir français, il a compris l'avertissement qui a été donné par décembre 59, parce qu'il y a tout un train de mesures qui concernent principalement la jeunesse. Par exemple, c'est à partir des années 60 qu'on va développer les collèges, les CES pour la scolarisation des jeunes, et également ce qu'on appelle aujourd'hui le lycée de Bellevue, qui est un gros lycée de Fort-de-France, qu'on appelait à l'époque le lycée de jeunes filles. Il a été inauguré en 1963. Bon, c'est pas par hasard parce qu'on a doublé la capacité d'accueil en lycée. Puisque ce sont des jeunes qui se sont soulevés en décembre 59, on va les encadrer, ces jeunes. Et cette prise en main passe par une structure nouvelle, le SMA, le service militaire adapté. Tous les jeunes qui étaient en âge de faire leur service militaire, puisque le service militaire existait à l'époque, et c'était le service militaire obligatoire, eh bien, la plupart d'entre eux étaient envoyés en France pour faire leur service militaire. Et pendant cette période, on leur donnait une formation, disons, pratique, soit dans la cuisine, la mécanique, la peinture, etc. Et l'armée, en grande partie, leur trouvait du travail, mais en France. Ce qui fait que, par ces moyens, le gouvernement a réduit le potentiel, disons, de protestation existant à la Martinique. Au service militaire adapté s'ajoute le BUMIDOM, un nom bizarre pour dire Bureau de migration des départements d'outre-mer. La logique est la même. Elle va avoir des conséquences durables sur la population martiniquaise. Le gouvernement, par le BUMIDOM, payait le billet avion pour partir pour France. Mais il ne donnait pas le billet retour. On envoyait des jeunes gens qui ne savaient pas coller 2 mots côte à côte, qui n'écrivaient pas avec 6P. Et 1 ça faisait 11. C'est une caricature, mais c'est une réalité.
on a fait de ces jeunes gens-là des gens déracinés et certainement quelque part aigris. Et moi, j'ai coutume de dire que dans quelques temps, on risque de nous, en Martinique, d'avoir ce problème du retour de ces gens-là chez eux. Enfin, pour faire taire la colère, la France va investir en Martinique. Dès le début des années 60, un tronçon d'autoroute est construit. D'autres infrastructures vont suivre. Et puis, c'est sur le tourisme qu'on va miser. Car la Martinique, c'est un paradis. Et plus que jamais, le moment est venu de l'exploiter, cette mine d'or. Aujourd'hui, la Martinique a atteint un niveau de vie que bien des îles voisines indépendantes aimeraient avoir. Moi, l'impression que j'ai eue, c'est que l'État français dit, mais en fait, ces gens-là sont des espèces de laissés pour compte, effectivement, mais on n'a pas fait ceci, on n'a pas fait cela, il faudrait peut-être qu'on s'en occupe, il faudrait peut-être qu'on fasse ceci, qu'on fasse cela. C'est vrai que par la suite, bon, il y a eu pas mal de mesures qui ont été prises, mais enfin, je ne les ai pas en tête. Mais on a quand même eu le sentiment que, effectivement, la France se rendait compte, le gouvernement français se rendait compte que nous étions les oubliés de la société de consommation. La Martinique va entrer dans les années 60 dans la société de consommation. Les premiers supermarchés, bon, en fait, ils sont ouverts. Le premier, c'est un prix unique qui s'est ouvert au centre-ville en 1959. Mais c'est un des premiers endroits que les jeunes émeutiers, et ils ont cassé les vitres, ils ont cassé un peu les symboles de ce qui représentait le début de la société de consommation à laquelle ils n'avaient pas accès en décembre 1959. Sur les hauteurs de Fort-de-France, une rue discrète porte aujourd'hui le nom de Christian Marajo. Non loin de là, un centre culturel lui est dédié. Un hommage rendu par la municipalité de Fort-de-France aux premiers tués des émeutes de décembre 1959. Dans le centre-ville, l'hôtel de l'Europe est désormais le Lafayette. À l'angle de la rue Victor Hugo et de la rue de la Liberté, aucune plaque ne rappelle qu'ici, il y a 50 ans, un banal accrochage entre une voiture et un scooter a embrasé toute une île. En 1960, les CRS ont quitté la Martinique et ne sont plus jamais revenus.